Franchement, c'est quand même dingue d'imaginer graver une énorme faute de grammaire. Je veux dire, une erreur de conjugaison tellement embarrassante et tellement publique que des spécialistes continuent de s'en moquer plus de 2000 ans plus tard. Ouais, c'est clair, c'est fascinant. Et le pire dans tout ça, c'est que cette erreur, elle a été gravée dans la roche la plus dure qui soit, directement sur la façade de votre propre palais impérial, pour que le monde entier puisse la lire jusqu'à la fin des temps. C'est un peu le cauchemar absolu pour n'importe quel dirigeant ou communicant d'aujourd'hui, on est d'accord? Ah bah totalement. Mais en fait, c'est très exactement ce qui est arrivé au dernier souverain de l'Empire achéménide, qui était pourtant l'une des superpuissances les plus redoutables de toute l'Antiquité. C'est un point d'entrée vraiment super intéressant parce que cette simple faute d'orthographe monumentale, elle nous révèle en creux toute l'histoire d'une machine politique vertigineuse. Ouais. Et ce qu'on a devant nous aujourd'hui, pour notre plongée au cœur de ce sujet, c'est pas de simples manuels d'histoire. Non, pas du tout. On se plonge dans une compilation de relevés archéologiques et de carnets de traduction qui datent du 19e siècle. C'est ça. On y lit littéralement les notes de ces pionniers de la philologie. Tu sais, ces chercheurs victoriens qui brossaient le sable du désert pour déchiffrer, presque en temps réel, les toutes premières inscriptions paléo-perses. Et l'objectif de notre analyse aujourd'hui, notre mission en quelque sorte, c'est de décrypter comment ces grands rois de Perse ont réussi cet exploit. Comment ils ont littéralement fait parler les pierres pour asseoir leur légitimité. D'une propagande monumentale jusqu'aux objets intimes, ouais. Et ce qui ressort de ces carnets, c'est la découverte d'un système de communication d'une sophistication, folle. Complètement folle. Avant l'ère des réseaux sociaux, avant même l'imprimerie, ils ont conçu une communication visuelle et textuelle pour projeter une autorité qui défie le temps, quoi. C'est ça. Il faut bien poser le cadre. L'épigraphie, donc l'étude des inscriptions, c'était pas qu'une simple décoration pour ces souverains. C'était une arme, non? Une arme politique redoutable, oui. Ça mêlait la généalogie, les invocations divines et des démonstrations de force géopolitique de Persépolis jusqu'à Suse. Mais la question qui se pose quand on parcourt ces relevés victoriens, c'est comment on transforme un bloc de roche en arme politique? Parce que l'épigraphie, ça semble hyper académique, très figé. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Comment une écriture cunéiforme peut-elle vraiment projeter une force géopolitique concrète? Eh bien, le mécanisme est incroyablement immersif. En fait, il faut oublier cette idée que l'écriture, dans l'Antiquité, se limitait à de petits rouleaux de parchemin poussiéreux dans un coin. D'accord. Pour les Achéménides, le texte, c'est une architecture à part entière. Si on prend les descriptions que font nos archéologues du 19e siècle quand ils explorent les ruines de Persépolis, Et plus spécifiquement le palais H, c'est ça? Sous Darius II? exactement, le palais H, les notes soulignent une fusion totale entre le message et la structure. L'écriture n'est pas du tout reléguée sur une plaque commémorative discrète. Elle encadre physiquement les fenêtres. Ah ouais, carrément les fenêtres. Oui, le traité qu'on étudie emploie une expression latine très précise, palati fastigium, pour décrire ce couronnement. Donc, le texte encadre la vue. Si je comprends bien, quand on est à l'intérieur et qu'on regarde par la fenêtre, on regarde littéralement le monde à travers les mots du roi. C'est exactement ça. C'est une façon de filtrer la réalité. Le cadrage est à la fois littéral et symbolique. C'est hyper puissant comme concept. Grave. Et l'iconographie qui accompagne ces textes vient décupler le message. Les murs ne montrent pas seulement des petites scènes de cour tranquilles. Non, il montre le souverain en train de maîtriser des bêtes sauvages, de ce que j'ai lu. Voilà. Et pour un œil moderne, on pourrait se dire, bon, c'est une simple scène de chasse héroïque. Mais la mécanique politique est bien plus profonde que ça. Parce que la bête sauvage, ça représente autre chose. Tout à fait. La bête sauvage, c'est le chaos. Le roi achéménide se positionne visuellement comme la seule force capable de dompter ce chaos pour maintenir l'ordre cosmique. Ah, je vois. C'est l'ordre impérial contre le chaos naturel. Et le texte gravé au-dessus vient sceller cette image en affirmant une alliance sacrée entre la lignée de Darius et les architectes. En gros, la pierre cimente l'infaillibilité du monarque. Je vois bien l'idée de la domination par l'image, mais quand les carnets abordent le règne suivant, celui d'Artaxerxès Ochus, ils s'attardent énormément sur des escaliers. Ah oui, les fameux escaliers monumentaux. Voilà. De longues volées de marches flanquées de gardes immortels et de porteurs de tribus gravés dans la pierre. Honnêtement, en lisant ça, je me suis posé la question, est-ce que c'est pas juste la déco très luxueuse, hein? On pourrait le croire. Bah oui, parce qu'un escalier, même si c'est gigantesque, ça reste un moyen de passer du point A au point B. En quoi c'est une arme de propagande si redoutable?
La différence, elle réside dans la manipulation spatiale, et même on pourrait dire biomécanique du visiteur. Biomécanique, carrément. Ouais. L'architecture de Persépolis ne dirige pas seulement le regard, elle contraint le corps entier. C'est pas un musée où tu déambules librement à ton rythme, quoi. D'accord. Quand un vassal étranger ou un ambassadeur arrivait, il était forcé de marcher physiquement au rythme dicté par ces immenses volets de marche. Et d'ailleurs, ces marches sont souvent très pas profondes. Ce qui t'oblige à faire de tout petits pas, j'imagine. Exactement, ça oblige à une démarche lente, très solennelle, presque processionnelle en fait. Ah, on force l'allure. On dicte le tempo de l'approche vers le pouvoir. C'est ça. Ça me fait penser un peu au design des grandes cathédrales ou même à l'architecture brutaliste de certains bâtiments gouvernementaux modernes. Tu sais, ces trucs massifs conçus pour t'écraser. On se sent minuscule avant même d'avoir lu le nom du roi. Le parallèle est hyper pertinent. On place le visiteur dans un état de soumission physique. Pendant toute cette ascension qui semble interminable, il est encadré par des bataillons de pierre, ces fameux gardes immortels sculptés. Et par les délégations des nations soumises aussi. Voilà. Et une fois arrivé au sommet, épuisé, impressionné, qu'est-ce qu'il trouve? La légitimation ultime de cette domination, la généalogie stricte. Ouais. Les traducteurs du 19e siècle étaient d'ailleurs complètement frappés par la répétition obsessionnelle de cette lignée. C'est presque martelé à chaque coin de mur. Ça commence systématiquement par une invocation écrasante du dieu Ahura Mazda. Il est décrit comme le créateur exclusif du ciel, de la terre et de l'homme. Et ensuite, Ensuite, c'est le déroulé généalogique chirurgical. exactement, le roi se présente pas du tout par ses exploits personnels récents, mais comme un maillon d'une chaîne inaltérable. Genre, Artaxerxès, fils d'Artaxerxès Némon, lui-même fils de Darius II, fils d'Hystaspe, l'Achéménide. C'est un curriculum vitae divin gravé dans la roche. Cette redondance généalogique, elle répond à un besoin d'ancrage profond. Pour prouver qu'il a le droit d'être là. C'est ça. Le roi n'est pas légitime parce qu'il a gagné une petite bataille le mois dernier. Il est légitime parce que l'ordre du monde et Ahura Mazda l'ont placé là, au bout d'une lignée parfaite. C'est une armure textuelle contre toute tentative d'usurpation. Sauf que, il y a un angle mort gigantesque dans cette stratégie. Lequel? Persépolis est terrifiante de puissance, on est d'accord. Mais l'empire achéménide, ça s'étend de l'Indus jusqu'aux Balkans, en passant par l'Égypte. C'était colossal, oui. C'était démesuré. Donc si je suis un administrateur local ou un marchand en Égypte, je ferai probablement jamais de ma vie le pèlerinage pour aller voir ces fameux escaliers en Perse. C'est statistiquement très peu probable, en effet. Alors comment un empire de cette taille peut survivre? On ne peut pas juste demander à tout le monde de venir admirer un mur de briques à des milliers de kilomètres. Comment il projetait cette domination psychologique à distance? C'est une excellente question, et la réponse matérielle se trouve dans une autre catégorie de nos sources archéologiques. Les objets portatifs, c'est ça? Voilà. Persépolis, ça représente l'autorité immobile, la force gravitationnelle. Mais pour les confins de l'Empire, l'administration a conceptualisé ce qu'on pourrait appeler le pouvoir en mouvement, une propagande à l'échelle intime. Et le document le plus spectaculaire là-dessus, dans nos carnets, c'est l'étude du fameux vase en porphyre d'Artaxerxès Ier. Ah, ce vase! Le destin de cet objet est digne d'un roman d'aventure. Mais carrément, c'est un artefact fabriqué en Égypte sous domination perse et qui finit par atterrir des siècles plus tard dans le trésor de la basilique Saint-Marc à Venise. C'est fascinant. Mais au-delà de son voyage incroyable, c'est l'inscription qui intrigue le plus. Les savants victoriens ont relevé que le nom du grand roi y est gravé, mais traduit en 4 langues différentes. Et là, j'ai besoin d'une clarification. Afficher 4 langues sur un seul objet royal, est-ce que ça démontre pas une forme de faiblesse en fait? Comment ça, une faiblesse? Comme si l'Empire était tellement fragmenté qu'il n'avait pas le pouvoir d'imposer une langue unique à ses sujets. Ça fait un peu concession, non? On pourrait le penser, ouais. C'est le grand piège quand on analyse l'histoire des empires. On a souvent tendance à assimiler l'uniformité linguistique à la force brute. C'est vrai. Mais le paradigme achéménide est radicalement différent. Ce vase quadrilingue n'est absolument pas une concession faite au peuple conquis. C'est une pure démonstration de force logistique. Donc c'est fait exprès pour impressionner. Totalement. Écrire en vieux perse, en élamite, en babylonien et en hiéroglyphe égyptien sur un seul objet de luxe, c'est dire « regardez l'immensité de la machine que je contrôle ». Ah ouais, d'accord. Le roi dit en substance « Je possède les scribes, les traducteurs et les artisans de tous ces mondes. C'est l'empire métissé qui fonctionne sous mes ordres. » C'est un flex diplomatique international en gros.
C'est le petit goodies diplomatique ultime qu'on exhibe pour prouver qu'on maîtrise les codes de chaque province. C'est un très bon résumé. Le mécanisme est hyper subtil. C'est la reconnaissance de la diversité, mais sous un contrôle unique et absolu. Et l'Empire gère plein de satrapies avec leurs propres coutumes. Plutôt que de les effacer, il les intègre dans son administration de pointe. Voilà. Et cette omniprésence de l'écrit comme ciment du pouvoir, ça s'arrête pas aux gros cadeaux diplomatiques. Les fouilles ont aussi mis au jour des objets minuscules, mais cruciaux, comme le sceau cylindrique d'Arsas. Ah oui, le sceau d'Arsage. L'empreinte de ce petit cylindre porte le nom de son propriétaire en caractère cunéiforme. Tout à fait. Et ça prouve que l'épigraphie n'était pas du tout réservée aux facettes des grands temples. Elle irriguait toute la bureaucratie de base. C'est l'équivalent antique du badge d'entreprise ou de la signature électronique certifiée. Exactement. Sans ce sceau, tu ne valides pas de décret, tu ne bouges pas de marchandises, tu n'as pas d'identité juridique si tu fais partie de l'élite. Donc le pouvoir perse tenait ce territoire hétéroclite immense grâce à une obsession quasi maladive pour la traçabilité écrite. C'est le ciment administratif parfait. D'accord. Alors on a l'architecture écrasante, l'administration quadrilingue, la matrice semble inébranlable. Pourtant, la lecture des comptes rendus de fouilles nous montre que cet empire, il ne cesse de muter. Et pas qu'un peu. La tension archéologique et donc géopolitique finit par se déplacer vers une autre cité légendaire, Suse. Ah, Suse. Et c'est là, sous le règne d'Artaxerxès Mnémon, que les choses deviennent particulièrement étranges sur le plan théologique, non? Tout à fait. Le site de Suse marque une rupture documentée avec beaucoup de précision par nos archéologues du 19e siècle. D'abord, ils y découvrent des ruines impressionnantes, bordées de rivières. Des structures colossales, ouais. Notamment l'Apadana, cette immense salle d'audience soutenue par des chapiteaux titanesques. Mais c'est vraiment dans les détails que se cache la révolution. Les relevés mentionnent le Saxum Nigrum. Le fameux rocher noir. Voilà, une stèle noire couverte de symboles astraux qui dénote déjà un profond syncrétisme religieux, un vrai mélange des genres. Et il y a surtout ce que les chercheurs ont baptisé la clé trilingue. Ah, cette découverte est incroyable. En cartographiant le plan archéologique, ils réalisent que seuls les piédestaux centraux de l'Apadana comportent des inscriptions. Et le texte, il est très différent de ce qu'on avait à Persépolis. Il dit « Par la grâce d'Ahura Mazda, j'ai construit ce temple. Qu'Ahura Mazda, Anaïta et Mitra me protègent. » C'est un séisme, ça. Bah oui, hein. L'apparition d'Anaïta et de Mitra, littéralement au même niveau que le dieu créateur suprême Ahura Mazda, c'est un changement radical. Pourquoi ce changement soudain? Qu'est-ce qui pousse un souverain à modifier la formule sacrée de ses ancêtres? Alors, ce n'est en rien une révélation mystique, ni une crise spirituelle personnelle du roi. C'est encore de la politique, hein. C'est de l'ingénierie politique pure, ouais, pour répondre à une crise structurelle. Plus un empire s'étend, plus il risque la dislocation interne. C'est mathématique. D'accord. Et intégrer Anaïta, qui est une divinité associée aux eaux fertiles, et Mitra, le dieu solaire, garant des contrats, c'est une pure stratégie de cooptation. Pour plaire à qui? Ces figures divines résonnaient profondément chez d'autres peuples de l'Empire et surtout dans certaines factions clés de l'armée. Ah, l'armée, forcément. Artaxerxès Mnémon élargit son panthéon pour apaiser des tensions. Il crée un immense parapluie idéologique sous lequel beaucoup plus de sujets peuvent se rallier, sans avoir le sentiment de renier leurs croyances. C'est brillant. On neutralise la rébellion en invitant les dieux des autres à la table principale, d'un pragmatisme glaçant. C'est exactement ça. D'ailleurs, en parlant de Suse et des fouilles britanniques, il y a un détail dans les carnets qui m'a fait éclater de rire. Je crois savoir de quoi tu parles. La carte. Oui, la topographie Suchesse. C'est une trouvaille majeure, mais c'est hilarant. Les archéologues devaient valider la topographie exacte de la ville antique, notamment la fameuse bifurcation des rivières, Ulaeus et Choispès. Oui. Et pour confirmer leur relevé, ils ont trouvé une preuve irréfutable, hyper détaillée. Sauf que cette preuve, elle venait pas du tout des archives perses. Elle venait des archives militaires de l'ennemi juré, la Syrie. C'est la documentation involontaire par la guerre. C'est un phénomène très paradoxal, mais fréquent en archéologie. Mais le niveau d'ironie est spectaculaire, hein. L'image la plus fidèle qu'on possède de Suse, ça vient d'un bas-relief sculpté par le roi assyrien Sénachérib, retrouvé dans les ruines de Ninive. Les Assyriens documentaient méticuleusement les villes qu'ils s'apprêtaient à raser, en fait. C'est comme si, aujourd'hui, le cadastre utilisait les images de la caméra de surveillance de ton voisin, paranoïaque et envahissant, pour délimiter les frontières de ton propre jardin. C'est fou. L'histoire de la conservation est remplie de ces clins d'œil. Les Assyriens, par leur volonté de graver leur destruction, ont offert aux archéologues la clé pour redonner vie à Suse. Ce qui nous amène, doucement,
à la phase finale de notre exploration. Le déclin. Voilà. On a vu l'adaptation avec les dieux, l'administration parfaite avec les sceaux, la puissance architecturale. Et on pourrait croire que la machine allait tourner à l'infini. Et non, tout finit par s'effriter. Mais ce qui est fascinant dans ces relevés du 19e, c'est que la preuve archéologique de la chute imminente de l'Empire, elle se trouve pas dans les ruines d'un mur détruit ou dans des rapports de bataille perdus. Non, elle se trouve dans les règles de grammaire. La fameuse décadence grammaticale. Et on en revient à notre énorme faute d'orthographe monumentale du début. Comment les savants victoriens s'en sont rendus compte au juste? Tout repose sur leur méthode comparative. Ces philologues passaient leur journée à comparer les inscriptions anciennes de Darius Ier, qui ont une syntaxe en vieux perse absolument impeccable. Du vieux perse parfait. Parfait. Et ils les comparaient avec les textes tardifs des derniers rois, comme Artaxerxès Ochus. Et soudain, le choc. Qu'est-ce qu'ils voient? En déchiffrant ces pierres récentes, ils découvrent des aberrations linguistiques inexplicables à un tel niveau de pouvoir. Des erreurs de déclinaison basiques, des scribes qui utilisent le nominatif au lieu de l'accusatif, Ouch. des phrases qui, syntaxiquement parlant, n'ont juste aucun sens. Pour donner une image, c'est comme si le président faisait graver en lettres d'or sur l'arc de triomphe un truc du genre « Nous avoir gagné grande la guerre » au lieu de « Nous avons gagné la grande guerre ». C'est exactement ce niveau d'erreur. C'est tellement gros qu'on peine à croire que personne à la cour s'en soit rendu compte avant de tailler la pierre. Comment on explique qu'une administration qui, avant, traduisait des vases quadrilingues n'arrive même plus à conjuguer sa propre langue officielle? Ce qui se passe en réalité, c'est le découplage tragique entre l'image et la substance. Le vieux perse, la langue majestueuse des fondateurs, n'était tout simplement plus parlé. Il ne vivait plus. Ah d'accord. C'était remplacé par quoi? La véritable langue de la bureaucratie, du commerce et même de la cour, c'était devenu l'araméen. Pourquoi l'araméen? Parce que l'araméen, ça s'écrivait hyper facilement sur parchemin ou sur papyrus, avec une petite encre légère. C'était infiniment plus rapide et pratique pour gérer un empire colossal que de tracer laborieusement du cunéiforme sur des tablettes d'argile. Donc le cunéiforme en vieux perse, c'était plus qu'une relique. Un truc conservé artificiellement juste pour le prestige de la façade, c'était devenu une langue morte. C'est le diagnostic exact. Les artisans qui sculptaient la pierre et probablement même les fonctionnaires qui commandaient les travaux, ils ne comprenaient plus l'essence de ce qu'ils reproduisaient. Ils copiaient juste des dessins, quoi. Voilà, ils recopiaient visuellement des formes géométriques, des suites de caractères dont le sens grammatical profond leur échappait totalement. Ils gravaient leurs propres fautes d'orthographe pour l'éternité, sans même s'en rendre compte. C'est l'image parfaite de la décadence d'un système, la surface qui masque la profondeur. On continue de construire des escaliers monumentaux toujours plus larges. On grave des titres ronflants, mais derrière le vernis, le mur porteur de la culture s'est effondré. L'Empire grave sa propre perte de substance culturelle. Artaxerxès Ochus érige des murs impressionnants, mais son propre palais hurle aux archéologues du futur que son monde est déjà en ruine. Cette évolution qu'on vient de tracer, elle dessine un arc historique vraiment implacable. Si on récapitule notre exploration d'aujourd'hui, on est parti de très haut. Oui, on a commencé par l'ère de la matrice dynastique parfaite, inébranlable, un Darius II qui dompte la nature et façonne la pierre à Persépolis. Ensuite, on a vu l'ingéniosité administrative, cet empire qui fait circuler son pouvoir sur des sceaux en argile et des vases égyptiens, reliant d'innombrables cultures. Puis Suse nous a montré le cynisme pragmatique, l'ajout de nouveaux dieux comme Anaïta et Mitra pour maintenir l'illusion d'une unité. Pour finalement atterrir sur une façade grammatiquement brisée, l'écho vide d'une puissance qui ne se comprend même plus elle-même à la fin. C'est ça. Mais, tu vois, malgré cette chute, il y a un constat de victoire qui s'impose quand on referme ces recueils du 19e siècle. Lequel? Les Achéménides sont tombés, vaincus par Alexandre le Grand, leurs palais ont été incendiés, mais leur stratégie initiale d'utiliser la pierre comme véhicule éternel de leur message, elle a fonctionné. Ah, la fameuse citation du traité. L'un des traducteurs victoriens résume ça avec une poésie fulgurante dans ses notes. Il dit « Les palais brûlent, les colonnes s'effondrent et les empires s'effacent. Mais par la patience des épigraphistes et le déchiffrement méticuleux du cunéiforme, la voix des rois résonne à nouveau, intacte à travers les millénaires. » C'est magnifique. Et c'est très vrai.
La leçon principale de ces sources, c'est que la véritable immortalité ne se trouve jamais dans le fer des armées ou dans la hauteur des murs. Elle réside dans la pérennité de l'écrit et de la mémoire épigraphique. Chaque caractère cunéiforme, même bourré de fautes de grammaire sur la fin, c'est une victoire absolue contre l'oubli. Exactement. Et franchement, ça nous laisse sur une réflexion fascinante, un peu provocatrice même, sur notre propre rapport à la trace qu'on va laisser. C'est sûr que ça fait relativiser. Bah oui, ces rois-pères sont investis dans une infrastructure d'une lourdeur inimaginable. Pour faire passer leur message, ils ont gravé le granit et le porphyre, ce qui a permis à leur triomphe, mais aussi à leurs pires erreurs de communication, de survivre à des millénaires de sable et de guerre. Ils ont forcé la pierre à se souvenir d'eux. Mais nous, aujourd'hui, on produit des milliards de fois plus de données chaque jour. Mais nos mémoires sont totalement immatérielles. Elles sont stockées sur des serveurs qui ont besoin d'une électricité constante, dans un cloud numérique ultra vulnérable au moindre choc, C'est très éphémère. très éphémère. Si un groupe d'archéologues se penche sur notre époque dans 2000 ans, qu'est-ce qu'ils trouveront sous le sable, concrètement? Aurons-nous laissé l'équivalent d'un seau d'Arsax pour faire résonner notre voix? Ou est-ce que notre époque entière s'évaporera avec la toute dernière coupure de courant? C'est une question qui mérite vraiment qu'on s'y attarde.